Et nous poursuivons l'après-midi en abordant la place de Freud, ce qu'ont fait de Freud un certain nombre de professeurs plutôt du côté des humanités. Et nous allons parler successivement donc de Paul Valéry avec William Marx et puis d'Émile Benveniste avec Julia Kristeva. Donc William Marx qui a pour titre Paul Valéry, le moins freudien des hommes. Avec un point d'interrogation tout de même. C'est important. C'est très difficile de succéder après des orateurs aussi exceptionnels qu'Alain Berthaud et Jean-Pierre Changeux. En plus, on a ici affaire à une science plus ancienne, peut-être même pas une science, nous verrons bien. Dans une lettre de 1935, Paul Valéry s'avouait le moins freudien des hommes. Et alors, il serait tentant d'interpréter un tel aveu comme l'expression d'un déni, comme une irritation d'ordre symptomatique. Mais symptomatique de quoi? Alors, je ne vais pas ici proposer une psychanalyse de Valéry, ce n'est pas ici le lieu, mais je me contenterai de dire que la formule « le moins freudien des hommes » révèle un antagonisme de type concurrentiel. Pour se proclamer le moins freudien des hommes, il faut s'être frotté au freudisme et il faut s'y être piqué. Et or, il n'est pires ennemis que les plus proches voisins. Et c'est ce voisinage compliqué de Valéry et de Freud qu'on examinera ici sous trois angles successifs. D'abord, en rappelant quand et comment Valéry rencontra les théories de Freud. Ensuite, en exposant les objections adressées par Valéry à la théorie psychanalytique. Et enfin, en examinant la place qu'occupe, ou plutôt que n'occupe pas, la théorie freudienne dans les cours de Valéry au Collège de France. Donc, comment Valéry connut Freud? Excusez-moi. La connaissance que Valéry avait de Freud, en fait, précéda de très loin la popularisation de la psychanalyse dans le public français, qui eut lieu surtout au milieu des années 20. En fait, dès le milieu des années 1890, le jeune Valéry, alors poète disciple de Mallarmé, s'était lancé dans un travail de très grande ampleur. Il s'agissait d'élaborer une théorie psychophysiologique générale expliquant les interactions du corps avec l'esprit, ainsi que les rapports de ce complexe, corps et esprit, avec le monde qui l'entoure. Et dans le jargon alors inventé par Valéry, cette étude c'est l'étude du système CEM, corps, esprit, monde. Valéry appelait ça, cette théorie, le système avec un grand S, et ce système avec un grand S faisait la part belle aux schémas et aux formalisations mathématiques, et il recourait à tout un ensemble de concepts développés pour l'occasion. J'en cite quelques-uns ici: la distinction du formel et du significatif, le modèle réflexe ou demande-réponse, les phases, les groupes, la self-variance, le moins invariant, entre autres, etc. Et tout ce travail fut au cœur de l'entreprise des cahiers que Valéry commença à rédiger au même moment, patiemment, chaque matin, et qu'il poursuivit jusqu'à la fin de son existence. Et Valéry dédia certains de ses cahiers même à l'étude de problèmes psychologiques particuliers, le rêve, le langage, le couple formé par l'attente et la surprise. En 1905, Valéry participa au prix Saint-Tour, mis au concours par l'Académie des sciences morales et politiques, avec un mémoire sur le sujet imposé qui était l'attention. Et bien que Valéry n'ait pas obtenu les faveurs du jury, c'est un jury auquel participaient Henri Bergson et Théodule Ribot, cette candidature de Valéry dit assez par elle-même le sérieux de l'engagement de Valéry dans les recherches de type psychologique. En fait, et ces recherches l'occupèrent activement jusqu'au début des années 1910. Et même par la suite, jamais Valéry n'abandonna complètement le problème de tirer de ses recherches un ouvrage. Et ces recherches psychologiques ne cessèrent jamais d'alimenter de façon plus ou moins visible son œuvre, même celle d'inspiration la plus littéraire, et en particulier toute sa poésie. Et alors, si sa vie durant, Valéry tint toujours à rester informé de l'actualité scientifique de son temps, ce fut encore plus le cas dans ses jeunes années, dans les années 1890, dans les années 1900, quand il lisait de manière très attentive les revues qui faisaient état des recherches en cours. Ainsi, lisait-il la Revue de métaphysique et de morale, cette même revue qui publia en 1904 un article d'Henri Delacroix sur la structure logique du rêve, et dans cet article, on avait déjà un premier aperçu de la Traumdeutung de Freud. Et puis, Valéry lisait aussi la Revue philosophique de la France et de l'étranger, qui avait été fondée par Théodule Ribot, où, en 1911,
Nicolas Kostylev donna son article « Freud et le problème des rêves ». Et donc il y a toute chance que Valéry ait lu ces deux articles de Delacroix et de Kostylev. Mais 1911, date de l'article de Kostylev, ce fut aussi une très grande année freudienne dans le milieu scientifique français, parce que c'est aussi l'année où parut de façon posthume le livre de Nicolae Vachide, Le sommeil et les rêves, dont un chapitre entier est consacré à, je cite, la théorie du rêve de Freud. Alors Nicolae Vachide était un jeune prodige d'origine roumaine. Il était le directeur adjoint du laboratoire de psychologie pathologique à l'école pratique des hautes études, où il travaillait notamment avec Henri Pierron, un futur professeur ici même. Et il était également, ce Vachide, une figure mondaine extrêmement recherchée des salons parisiens. Alors il mourut très précocement en 1907, mais on le considérait en fait comme l'un des plus brillants espoirs à l'époque de la psychologie expérimentale. Freud le cite dans Die Traumdeutung et Bergson cherchait à le faire venir au Collège de France. Et Valéry connaissait personnellement Vachide. Ainsi, Valéry mentionne Vachide dans un cahier de 1905. Voilà. Habituellement, ces cahiers sont très pauvres en anecdotes autobiographiques, et Valéry évoque ici, très brièvement, les funérailles de José Maria de Heredia en l'église Saint-Paul, où il était assis, je cite, à côté du docteur Vachide, qui lui chuchotait tout le temps ses impressions de psychophysiologiste. Or, autour de 1905, c'est à ce moment-là que Vachide rédigea le chapitre de sa thèse consacré à Freud. Et donc, par l'entremise de Vachide, il était possible à quelqu'un comme Valéry, quelqu'un qui s'intéressait vivement à la question du rêve, mais qui ne lisait pas l'allemand, il était possible d'obtenir un accès fiable à la théorie psychanalytique. Et puis, en 1916, le jeune André Breton entreprit également de convertir Valéry, mais pas seulement Valéry, Gide, Apollinaire ici, au freudisme et à la théorie du lapsus chez Freud, en vain du reste. En vain parce que, c'est Breton qui rapporte ça dans des souvenirs beaucoup plus récents, parce que Valéry, en 1916, était déjà extrêmement prévenu contre les théories freudiennes et les théories de l'inconscient. En particulier, il avait écrit, 2 ans plus tôt, en 1914, ceci. Les termes inconscient, subconscient sont mauvais. Ce que l'on cherche à exprimer par là, c'est le système qui ne ressemble en rien à la pensée et qui doit précéder, donner naissance à la pensée par ses modifications. On pourrait dire que la pensée est la perception à notre échelle ou point de vue de ces modifications, si cette perception même n'était elle aussi et du même coup en cause. Bon, l'expression est un peu contournée, comme parfois dans ces fragments des cahiers qui ne sont pas toujours, dont la rédaction n'est pas totalement achevée, mais ici ce qu'on voit c'est que, bien sûr, d'abord l'utilisation du terme d'inconscient ne renvoie pas nécessairement à la théorie freudienne. Mais néanmoins, la critique de ce terme, dans ce cahier de 1914, n'en englobe pas moins une critique de la théorie psychanalytique, en ce que cette théorie présupposerait un en dehors de la pensée consciente, alors qu'à cette hypothétique en dehors, nous ne pouvons avoir accès, selon Valéry, que par la pensée consciente elle-même. Il n'y a pour Valéry que de la conscience, mais une conscience qui est dotée de régimes de fonctionnement différenciés. Et avec ces régimes de fonctionnement différenciés de la conscience, on est là déjà dans la véritable critique de Valéry à l'égard de Freud, donc ma deuxième partie. Effectivement, nous sommes ici face à la divergence fondamentale entre la théorie de Valéry et celle de Freud. Tandis que Freud propose essentiellement une théorie de l'inconscient, Valéry veut faire une théorie de la conscience. Les questions que se pose Valéry sont celles-ci. Comment la conscience est-elle possible? Comment puis-je penser? Qu'est-ce qui me permet de me percevoir, de percevoir le monde qui m'entoure et de percevoir de plus une distinction entre le monde et moi? Et c'est à la lumière de cette divergence fondamentale entre Freud et Valéry qu'on peut lire dans les cahiers les nombreuses critiques explicites de la théorie freudienne. Alors ces critiques se multiplient à partir de 1925, c'est-à-dire à partir des premières grandes traductions françaises de Freud. Et ces critiques sont de 2 ordres. Les unes concernent la méthodologie, les autres concernent les principes. Alors s'agissant de la méthodologie, Valéry objecte d'abord à Freud la difficulté insurmontable d'établir les faits sur lesquels il fonde sa théorie. Et l'objection,
s'adresse d'abord à l'ensemble de la psychologie. Ce qui fait défaut, je cite donc, ce qui fait défaut à la psychologie, ce sont les faits. Donnez-moi un rêve authentique et je vous ferai la théorie du rêve. Mais il n'y a pas de rêve authentique. Fin de citation. Et puis, l'objection méthodologique vise Freud plus spécifiquement. Dans un autre fragment, ces théories de Freud reposent sur des récits d'un homme éveillé à un autre. Ces récits sont sans contrôle possible. On ne peut distinguer ce qu'il invente de ce qu'il a rêvé, et même, il n'y a pas de description possible, etc. Le fragment est plus long. Et puis enfin, il y a une dernière objection méthodologique qui concerne le caractère thérapeutique du travail de Freud. Je cite, « Si les théories de Freud ont une valeur thérapeutique, c'est une grande probabilité qu'elles n'ont point de valeur scientifique. » Alors, pour commenter ici brièvement ce que dit Valérie, il est vrai que, on le sait, une guérison constatée ne constitue pas en soi une preuve, puisque la guérison peut passer par des canaux bien différents de ceux que prétend utiliser le thérapeute. Cependant, et là c'est pour défendre Freud face à l'objection, que ne dirait-on pas a contrario si la psychanalyse freudienne n'avait aucune efficacité thérapeutique? Bref, on ne peut pas tirer argument de l'éventuelle efficacité thérapeutique de ces théories contre leur valeur scientifique. Ce serait pousser le paradoxe un peu trop loin. Et puis quand on revient aux autres arguments, la difficulté d'établir les faits sur laquelle la théorie freudienne est fondée, cette difficulté est réelle, savoir le récit de rêve, puisque tout récit de rêve est sujet à caution. Mais en fait, cela n'empêche pas Valéry lui-même d'établir sa propre théorie du rêve à partir des récits de rêve qu'il reproduit dans ses cahiers. Et donc l'objection ne semble pas valoir pour lui-même. Et par ailleurs, s'il est vraisemblable que les récits de rêve sont en partie inventés a posteriori, en fait, d'un point de vue freudien, cela ne leur enlève pas toute pertinence. Car pourquoi tel récit est-il choisi plutôt que tel autre? En tant que symptôme, dans les théories freudiennes, un faux récit est peut-être autant significatif qu'un vrai. Bref, ces critiques méthodologiques relèvent d'une certaine mauvaise foi, qui est peut-être le signe d'une résistance de Valéry à la théorie freudienne. Et cette résistance s'explique en fait par des divergences de principes. Alors, il y a d'abord, certes, ici, une répugnance instinctive, comme lorsque, en 1926, Valéry met sur le même plan le freudisme avec le bergsonisme et avec la résurgence des mysticismes, c'est les dernières lignes en bas, comme trois symptômes, je cite encore, d'une poussée actuelle d'inspirationnisme qui viserait à en finir avec le XVIIIe siècle. C'est tout de même une formule assez injuste à l'égard de Freud, qui cherchait justement à libérer l'homme de ses démons et qui se posait justement en héritier direct de l'Aufklärung. Et donc il y a là, de la part de Valéry, une injustice et une méconnaissance profonde, me semble-t-il, du travail et des intentions de Freud. Mais quelques mois plus tard, sous le titre Freud, c'est la symbolique du rêve elle-même qui est attaquée. Je cite une partie seulement du fragment. Les théories de Freud répugnent à ma raison, qui voudrait que dans les rêves, les idées des choses les plus insignifiantes dans la veille jouent un rôle égal à celui joué par les choses qui ont ému ou émouvraient le plus. Donc l'idée, c'est que l'ordre des significations dans le rêve n'est pas le même que celui dans la veille. En fait, on peut déjà un peu s'étonner de cette objection, dans la mesure où Freud aussi constate dans le rêve ce qu'il appelle un renversement des valeurs psychiques, Umwertung der psychischen Wertigkeiten, et ce renversement des valeurs psychiques est produit par la fonction de déplacement propre au rêve, là encore, c'est une formule de Freud, Traumverschiebung. Et donc, pour Freud, comme pour Valéry, l'importance fonctionnelle des éléments du rêve ne correspond pas à celle qu'auraient ces mêmes éléments dans la vie éveillée. Et bref, en fait, la répugnance de Valéry à l'égard des théories de Freud repose en fait sur une autre objection, qui consiste à considérer le rêve non pas sous l'angle de la signification, à l'instar de Freud, mais comme le jeu purement formel d'une conscience instantanée non soumise à la contrainte de l'attention, une conscience instantanée à laquelle libre cours est laissé. Je prends cet autre fragment, plus clair à ce sujet. Je cite donc, « Il y a des siècles que je m'occupe du rêve, depuis vinrent les thèses de Freud et compagnie, qui sont toutes différentes, puisque
c'est la possibilité et les caractères intrinsèques du phénomène qui m'intéressent, et eux, sa signification, son rapport à l'histoire du sujet, de quoi je ne me soucie pas. » Fin de citation. En fait, Valéry plutôt ne partage pas avec Freud son souci de l'individuation, qui est un problème qui intéresse beaucoup de gens ici, et il ne partage pas avec Freud son étude de la formation du sujet en tant qu'individu. Dans la lettre de Valéry que je citais au début, cette lettre où il se disait le moins freudien des hommes, Freud revendiquait cette généralité, ce refus de l'individuation, en s'opposant de ce point de vue explicitement à Marcel Proust. Je reprends ce fragment de la lettre. « J'oublie les événements en tant qu'ils auraient pu être ceux d'un autre individu. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. En somme, le passé est pour moi aboli dans sa structure chronologique et narrable. J'ai le sentiment invincible que ce serait perdre mon temps que de retrouver le temps perdu. » Fin de citation. Alors, je n'ai pas de souvenir d'enfance. On peut laisser aux psychanalystes le soin de tirer de cet aveu leurs propres conclusions sur la névrose valérienne, mais il faut entendre pour Valéry autre chose, à savoir que le souvenir d'enfance relève trop de l'accidentel et de l'interchangeable. Le sujet qui intéresse Valéry, ce sujet en lequel il aime à se retirer comme un réduit inaccessible, ce sujet-là se situe en deçà de cette possibilité du souvenir. Ce qui compte pour Valéry, c'est le moi indépendant de ses accidents biographiques. C'est la faculté d'action et de jouissance, mais non pas les conditions concrètes, toujours variables et banales dans cette variabilité même, de cette action et de cette jouissance. Ce qui fait le singulier dans un homme n'est pas important pour Valéry. Et le héros de Valéry, M. Teste, ne disait pas autre chose, hein, je cite ici la soirée, « L'esprit ne doit pas s'occuper des personnes, des personis non curandum ». Et donc, ici, il y a une différence capitale avec Freud. Le rêve constitue pour Valéry le lieu idéal d'un fonctionnement psychique pur et délié. Entre 1898 et 1902, Valéry travaillait au poème en prose qui raconterait un rêve, mais un rêve qui se poursuivrait indéfiniment sur un mode associationniste, sans contact avec le réel, et ce poème serait la description d'un esprit abandonné à son seul pouvoir et à même de jouir enfin du libre jeu de ses facultés. Alors, ce poème a été laissé inachevé, mais on l'a encore, il existe, il s'intitule « Agathe ». Or, ce poème, « Agathe », met en scène un esprit non pas amoindri par le rêve, mais un esprit dont le pouvoir de variation et de mutation a, pour ainsi dire, été démultiplié, parce qu'il a été libéré des freins que lui impose la veille. Pour Valéry, en fait, la veille est faite d'éléments de rêve que l'attention, consciente donc, ne cesse de vouloir contrarier, tandis que le rêve, dans sa liberté, rend visible au contraire cette faculté fondamentale de l'esprit que Valéry appelle la self-variance, à savoir sa mutabilité permanente, sa capacité de production spontanée. Et donc, s'il y a quelque chose de mystérieux finalement pour Valéry, ce n'est pas le rêve, qui est essentiellement simple, parce que ce rêve n'est que du mental pur, mais c'est la veille. La veille parce qu'elle se révèle un état infiniment plus complexe. La veille, je cite, est l'état en quoi le rêve n'est que partie. Tandis que, pour synthétiser si vous voulez, tandis que pour expliquer le rêve, Freud le rapporte à la veille, Valéry, de cette manière, parcourt le chemin inverse. Il rend compte des processus mis en œuvre dans la veille en rapportant celle-ci au rêve, qui serait en fait le témoin du fonctionnement normal de l'esprit. Mais en fait, ces chemins opposés de Freud et de Valéry ne s'en croisent pas moins. Et on pourrait noter deux points de jonction. Le premier, essentiel, concerne le langage. Pour Valéry, comme pour Freud, le rêve travaille d'abord sur des mots. Et Valéry note ainsi, en 1914, un rêve qui substitue à un parc réel qu'il connaît bien, il s'agit en fait du parc Monceau, et substitue, je cite, un tout autre jardin, mais dont la description, si on l'écrivait, serait voisine de celle du vrai parc. Le rêve, je continue la citation, le rêve travaille généralement comme cela. Il est donc, de ce côté, une traduction d'un texte dont le sens originel est différent d'elle. Mais le texte convient assez aux deux. Moi qui rêve suis un moi éveillé dans le rapport d'un lecteur à un auteur. Un même texte nous est commun.
le texte dans le rêve, c'est tout en bas, le texte dans le rêve est plus ou moins brouillé. Bon, on pense à ce que dit Freud sur le texte latent en particulier. L'autre point de rencontre entre Freud et Valéry concerne le refoulement, ou bien plutôt chez Valéry, la difficulté du refoulement. Ainsi, ce rêve de 1914 qui manifeste la difficulté de faire affleurer un désir à la conscience. Rêve, j'étais ce que je veux être et je mourrais de gêne. Ou bien encore, si vous voulez, toujours en 14, ce souhait indicible que Valéry ne peut réprimer. Je forme naturellement un souhait affreux. Je sens qu'un certain événement atroce à quelqu'un me ferait plaisir. Je coupe un peu. Suivant ma coutume, je regarde tout ce noir désir comme si je l'acceptais et comme un fait advenu en moi, un phénomène, un point rouge sur mon corps. Je le force à se préciser, à se parler. Je le formule distinctement. J'y ajoute ces résonances réflexes, les ombres de crainte, de honte, de réversibilité, les réponses secondes de ces réponses, cette analyse même qui s'écrite ici. Fin de citation. Et cette analyse ici que propose Valéry se rapproche en fait de celle que Freud essaie sur lui-même dans ses propres écrits. À la même époque, du reste, Valéry commence à rédiger La Jeune Parque. La Jeune Parque est ce poème qui conte le réveil d'une femme aux prises avec le souvenir confus d'un rêve indicible qu'elle tente d'éclaircir. Il y a là donc autant de points de rencontre intellectuelle ou autant de points de friction qui n'aboutissent cependant à aucune rencontre personnelle. Valéry passe par Vienne, en Autriche, en 1926 et en 1932, mais il ne parvient pas à voir Freud. Il écrit à une amie en 1932 « Je ne verrai pas Freud, on ne le voit pas ». C'est donc qu'il a cherché à le voir. Alors, ce qui me permet ici, parce qu'on est dans les années 30, d'arriver à la question de Freud dans les cours de poétique. En fait, nous sommes ici moins loin, avec tous ces arguments que je viens de citer, moins loin qu'il ne paraît, des cours que professa Valéry au Collège de France de 1937 à sa mort en 1945 sur la chaire de poétique qui a été créée spécialement pour lui, une poétique que Valéry orthographie volontiers poïétique avec un i pour revenir au sens étymologique du terme, le verbe grec poiein. Il s'agit d'étudier le poiein, c'est-à-dire le faire, c'est-à-dire, je cite Valéry, la production des œuvres de l'esprit. Alors les premières années du cours de poétique observent ce poiein, ce faire, au niveau de l'individu, en montrant comment les œuvres de l'esprit, justement, émanent de productions spontanées de la sensibilité qui sont ensuite organisées, canalisées, composées par tout un travail mental conscient qui exige l'intervention de coordination complexe, c'est une formule de Valéry, ou bien, et tout cela, ce sont autant de moyens, ce travail, autant de moyens dirigés contre l'instant, c'est-à-dire, je cite toujours Valéry, c'est-à-dire contre la précarité, l'incohérence, la dispersion, l'insuffisance des simples produits de sensibilité. Et Valéry aborde dans ces années-là la question du langage intérieur. Il voit dans le langage intérieur l'expression de la vie psychique, dans la diversité de ses phases, de sa dissipation ou de ses tensions. Et puis, d'autre part, il y voit un outil, je cite encore, pour la connaissance de soi et pour le développement de la self-consciousness. Et puis, à partir de 1941-1942, le champ d'investigation s'élargit, et c'est, je cite encore, la relation de l'univers de l'esprit avec l'univers social qui devient l'objet du cours. Et donc, Valéry ébauche là une sociologie générale de la production intellectuelle et artistique. Et c'est dire assez combien ces cours du Collège de France brassent, en vérité, l'ensemble des réflexions élaborées par Valéry dans les cahiers depuis les années 90, 1890, et jamais Valéry ne fut si proche de proposer ce fameux système complet auquel il rêvait dans sa jeunesse que dans ses cours du Collège de France. Il ne faut donc pas s'étonner si Freud occupe dans ses cours une place aussi réduite et marginale que dans le reste des réflexions de Valéry. Et pour autant qu'on en puisse juger à partir des notes de cours qui nous sont parvenues et à l'édition desquelles je travaille, Freud même n'est jamais cité directement, à la différence des cahiers. On trouve une référence, assez critique comme toujours, à la notion d'inconscient, accompagnée de cette seule question qu'on peut comprendre comme une objection: inconscient, quelle est la couleur d'une rose dans les ténèbres? C'est dire que peut-être le terme inconscient ne serait pas pertinent. Et ce qui revient plus souvent, toujours pour être critiqué, c'est le terme de subconscient, terme qui n'est pas d'origine freudienne et qui n'est utilisé, selon Valéry, que pour masquer notre incapacité à comprendre l'origine de nos productions intellectuelles.
Dans une leçon de mars 1938, Valéry explique, je cite, que l'essentiel est de ne pas mettre un petit homme, un lutin subtil, dans l'ombre de notre cerveau, un quelqu'un qui fait pour nous ce que nous ne savons pas faire. Et on retrouve ainsi, dans le cours du Collège de France, les mêmes critiques fondamentalement qui émaillaient déjà les cahiers, des critiques concernant les difficultés de l'observation du moi par le moi, ou bien la faiblesse du vocabulaire du psychisme ou du jargon psychiatrique. En fait, bien que Valéry élabore sa réflexion sans Freud, loin de Freud plutôt que contre lui, son système n'est quand même pas sans rapport avec la théorie freudienne. Et le cours du Collège de France propose en effet ce qu'on pourrait nommer une topique valérienne qui, sans coïncider avec la topique freudienne, lui est en quelque sorte parallèle. L'éros, par exemple, l'éros y apparaît, mais non pas en tant que source des affects, comme chez Freud, mais en tant que modèle de fonctionnement psychique ou, je cite encore, schème le plus complet de l'activité poétique. Or, comme Valéry se méfie par ailleurs de la notion d'inconscient, il invente un autre mot, une autre notion qu'il appelle implexe, et qui désigne de façon générale la capacité de possibilité de production spontanée. L'implexe n'est pas, pour Freud, pour Valéry, je veux dire, l'implexe n'est pas une entité ou une instance dans le psychisme. L'implexe n'est que la description d'une propriété de ce psychisme. Il y a, par exemple, un implexe lié à la mémoire, de même qu'un implexe du langage, de production langagière, ou un autre implexe lié au jeu naturel de la sensibilité, et tous ces implexes fonctionnent de façon réflexe. Et l'implexe définit ainsi ce que Valéry nomme le moi de l'instant, le moi de la sensibilité, ou même parfois le non-moi, pour le distinguer du moi qui exerce un contrôle sur ces produits spontanés de la sensibilité. Il dit ainsi, je cite donc, « Le témoin unique qui définit la sensibilité est comme très loin du personnage que nous croyons être. Il est ce que peut être un instant. La durée sensibilité est trop brève pour qu'elle contienne toutes nos prétentions, toutes nos qualités, tous nos pouvoirs. » Donc ça, c'est le moi de la sensibilité, le moi qui existe dans l'instant. Le moi de la sensibilité est sans mémoire ni opération, il est purement fonctionnel et expédient. Je suppose, gratuitement d'ailleurs, que dans le rêve, le moi de l'instant seul est possible, donc différent du moi de la conscience qui s'exerce dans la durée et dans l'attention. Et donc, on le voit, avec son caractère d'indépendance par rapport au temps, ce moi de la sensibilité, défini par Valéry, retrouve certains des traits spécifiques du ça freudien, ce ça que Freud définissait comme le premier mode d'expression psychique des produits de l'organisation somatique. Et ce qui intéresse au premier chef Valéry dans le processus poétique, c'est la façon dont le faire conscient de l'artiste utilise ces produits pour donner une œuvre extérieure. Et pour cela, l'esprit utilise ce que Valéry appelle des étouffoirs, qui bloquent les résonances des implexes, c'est-à-dire le libre jeu de la production spontanée d'éléments, et ces étouffoirs empêchent les implexes de s'enchaîner les uns aux autres de manière automatique, comme ils le font dans le rêve. Et le produit de la sensibilité devient ainsi utilisable et objectivable. Il se transforme en matériau artistique ou poétique, etc. Or, dans son principe, ce processus d'étouffement des implexes, de blocage des résonances, ce processus n'est pas de caractère personnel. La biographie, quand on étudie le processus poétique, n'a pas à entrer en ligne de compte. Et là, je vous donne une citation tirée d'un des cahiers de préparation du cours, de la biographie. C'est l'auteur nominal, donc qui n'est qu'un pur nom, qui n'est pas une réalité. L'auteur est le responsable extérieur, comme le propriétaire d'un animal est responsable des accidents causés par sa vache, donc très extérieur. Si nous pensons véritablement son opération, Racine n'est plus Racine, Archimède n'est plus Archimède, enfin c'est Archimède, etc., mais c'est la même chose. Nous concevons un écart de l'état de Racine, pendant lequel Racine oublie qu'il est Racine et ne pourrait s'en souvenir sans cesser d'opérer. C'est-à-dire que le Racine en tant que moi individuel disparaît pendant le processus de création proprement artistique et en l'occurrence poétique. Et il faut se rappeler que Valéry proposait au Collège de France le principe, c'était dans son programme du cours, le principe d'une histoire approfondie de la littérature qui pourrait même se faire sans que le nom
même d'un écrivain y fut prononcé. Donc une histoire littéraire sans nom d'écrivain, donc sans individualité. Et l'on mesure mieux par là l'écart qui existe entre, d'une part, le projet valérien et d'autre part, le projet de Freud. Parce que pour expliquer Léonard de Vinci, Freud prenait le parti de remonter à un souvenir d'enfance, tandis que Valéry, dans son introduction à la méthode de Léonard de Vinci, se contentait d'imaginer l'homme capable de produire les œuvres que nous connaissons sous le nom de Léonard. Et l'essentiel, pour Valéry, l'essentiel du processus de création, ce qui rend ce processus vraiment précieux, et qui fait que pour nous, Léonard est vraiment Léonard, cet essentiel-là du processus de création ne résulte pas, selon Valéry, d'une expérience biographique propre à l'artiste. Le traumatisme de l'enfance n'est qu'un accident qui aurait pu être tout autre sans rien changer fondamentalement à l'œuvre de Léonard. Et ce qui fait que Léonard est Léonard, que Racine est Racine, Archimède, Archimède, c'est que c'est la mise en œuvre de processus mentaux d'appropriation, de combinaison, de transformation, de composition des produits de la sensibilité, quels qu'ils soient, produits de la sensibilité interne ou externe. Et cette mise en œuvre dépend d'une machine intellectuelle au fonctionnement impersonnel, et seule cette machine impersonnelle mérite qu'on s'y arrête, selon Valéry. Et là est la vraie difficulté, là est le vrai mystère, si mystère il y a, selon Valéry. Et même les effets de personnalité à l'intérieur de l'œuvre, ce que dans les poèmes Valéry nomme la voix, avec un grand V, cette voix à laquelle il accorde tant d'importance dans sa poétique la plus personnelle, ce qui fait que nous entendons dans un poème un timbre particulier, le timbre du poète, que l'on ne peut confondre avec aucun autre. Eh bien, cette voix, en fait, elle est pour Valéry le produit d'un effet travaillé par le poète et non pas l'effet d'une communication directe entre son intimité et celle du lecteur. Pour conclure, est-ce que Valéry est donc, comme il l'affirme, le moins freudien des hommes? S'il l'est, c'est peut-être parce que Freud lui-même est également très peu valérien. Je veux dire, les problématiques de Freud ne sont pas celles de Valéry. Freud cherche à mettre en lumière la constitution du sujet et d'un sujet doté d'une histoire personnelle, une histoire inassimilable à tout autre. Valéry, au contraire, s'intéresse à un sujet littéralement sans histoire, un sujet en deçà du sujet, et il reste fasciné non pas par le cachet, mais par le fonctionnement visible et paradoxalement d'autant plus difficile à distinguer de la machine intellectuelle consciente. Bref, Valéry veut établir un système des opérations de la pensée. Alors les deux démarches, celle de Valéry, celle de Freud, apparaissent finalement moins contradictoires que complémentaires, y compris sur le plan de la forme. Alors que Freud n'eut de cesse de vouloir clore sa théorie sur elle-même comme un tout harmonieux et cohérent, le système de Valéry, au bout du compte, quant à lui, n'a jamais été achevé, jusqu'à partir dans des directions parfois opposées, avec des formulations difficilement réconciliables entre elles. Et c'est là la faiblesse du système de Valéry, comme sa force, à certains points de vue. Parce que cette exploration des mécanismes de la pensée se présente aussi comme une remarquable invitation à penser avec Valéry, à penser au-delà de Valéry, à penser contre Valéry. Et c'est pourquoi, si Valéry eut des lecteurs attentifs, au Collège de France, notamment avec Merleau-Ponty, Valéry ne fit jamais école et il ne chercha jamais à avoir des disciples. Et en cela aussi, dans cette absence de disciples, dans ce refus d'avoir des disciples, Valéry fut le moins freudien des hommes. Merci de votre attention.